Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant 2 tables rondes consacrées aux fake news et organisées par la Commission de la Culture. Les représentants des journalistes ont été auditionnés par les sénateurs la semaine dernière sur les 2 propositions de loi visant à lutter contre les fausses nouvelles en période électorale. Ces 2 textes déposés par le député de La République En Marche Stanislas Guerini sont soutenus par le gouvernement. Ils visent à permettre à un candidat ou un parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois qui précèdent un scrutin national. L'Assemblée nationale, qui a suspendu l'examen du texte le 7 juin, a voté la définition d'une fausse information comme, je cite, « toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse ». Une définition qui ne convainc pas les journalistes. Comment le juge pourra-t-il se prononcer en 48 heures? Faut-il exempter les sites de presse pour ne viser que les fausses informations diffusées de manière automatisée par des moteurs de recherche ou encore des plateformes? Eh bien, retour à ces 2 tables rondes avec d'abord les directeurs de rédaction des médias audiovisuels, puis les représentants de la presse écrite. À France Télévisions, mais comme dans de nombreux médias, puisqu'on a déjà eu l'occasion de débattre à ce niveau-là, notre leitmotiv sur ce projet de loi dit fake news, c'est la définition du fake news. Nous considérons qu'on ne saurait se contenter d'une traduction littérale. Une fake news, à notre sens, n'est pas une fausse nouvelle. Nous proposons plutôt l'appellation information contrefaite, désinformation organisée ou manipulation. Alors certes, dans l'intitulé de la loi, je constate une évolution. On peut néanmoins nourrir quelques inquiétudes sur le contenu du texte. On peut développer ça plus tard, mais je ne veux pas mobiliser inutilement la parole. Le sujet est évidemment complexe, on ne serait pas tous là à essayer de trouver une solution. Du côté d'Europe 1, il n'y a pas d'opposition à une loi, pas d'opposition de principe. Il y a des enjeux vraisemblablement de souveraineté nationale par rapport à l'information qui est une arme, une véritable arme. On voit que ça peut avoir des incidences et des impacts dans différents pays sur des scrutins. Donc il y a un enjeu de démocratie à préserver et à conserver. Donc on est très attentif par rapport à ça. Il n'y a pas d'opposition de principe. La difficulté, c'est la régulation, la réglementation de tout ça. Aujourd'hui, notamment au niveau, moi je parle des radios, on a un comité d'éthique, il y a la loi Bloch, on est en lien direct avec le CSA, et que fondamentalement, notre travail de journaliste, à nous, collectivement, professionnels de l'information, c'est de mettre en vie une rédaction, et que la rédaction a une meilleure paravent aux fake news. Parce que notre travail tous les jours, c'est de vérifier des informations. Et on n'y arrive jamais totalement, mais c'est quand même notre effort constant. Par rapport aux difficultés qui sont rencontrées et comment est-ce que l'on peut agir, mon sentiment c'est qu'il y a quand même d'un côté des plateformes, c'est-à-dire des logiques internet, réseaux sociaux qui ne sont absolument pas régulées. Quel est leur comité d'éthique, quelles sont leurs règles, quelles sont les mécaniques de vérification, est-ce qu'ils peuvent s'absoudre de toute forme de contrôle, et de l'autre côté des journalistes qui essaient de bien faire leur travail. Donc la remarque est sur le fait de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une logique de pollueur-payeur qui peut être mise en place au niveau des circuits d'information à partir du moment où sur Facebook, Twitter et les différentes plateformes, Google, il y a une capacité à mettre en avant de manière algorithmique, certes, mais de mise en avant de toute une série d'informations qui sont des éléments de manipulation manifestes, sans aucun regard éditorial et aucune responsabilité. Ils n'ont aucune responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité donc d'être dans un principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire d'être capable de faire abonder dans un fonds auquel les médias pourraient puiser pour faire le travail, certes, mais pas gratuitement comme ça a été tenté par Facebook il y a quelques mois. C'est une première remarque.
Et deuxièmement, dans ce grand magasin global que sont les plateformes, on trouve de tout, on trouve beaucoup de produits avariés, donc il faut arriver à lutter contre ça, mais on n'arrivera pas à les faire disparaître. Et donc on pense qu'il y a peut-être une logique positive et vertueuse à mettre en place. Si on n'arrive pas à faire disparaître complètement, parce que ce serait une utopie, tous les éléments de manipulation, il faut essayer de le faire. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi promouvoir, à contrario, les produits sains, c'est-à-dire ceux qui sont globalement quand même issus des rédactions ici représentées et des autres, avec une forme, on est assez attentif à la proposition notamment de RSF, de Reporters sans frontières, qui propose de créer, d'être en tout cas une interface, c'est pas eux qui certifieraient, mais d'une sorte de norme, de label, qui viennent valider la production d'un certain nombre d'entités rédactionnelles et qui seraient promu potentiellement au niveau de l'algorithme pour être mis en avant de manière plus systématique. On a tous en tête que les fake news, ou en tout cas les informations non vérifiées, se diffusent beaucoup plus rapidement que les informations de qualité. Donc on ne peut pas aussi remédier à ça. Ça, c'est les quelques pistes que je voulais mettre en avant. Oui, sur cette idée de label, j'aurais des questions complémentaires tout à l'heure. Donc M6, monsieur Gendarme. Merci. Et qu'ils seront un peu plus tard. Évidemment, la définition dont vous parliez, je pense que là, on est à peu près tous d'accord, mais je laisserai mes confrères continuer sur ce point, mais pour dire que cette définition pose question. Ensuite, on a, pour ce qui concerne M6, une vraie interrogation concernant la partie, le référé. Voilà, et les conséquences, notamment, que peut avoir un tel référé. Donc, mais je pense encore une fois qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et puis un point important de nouveau, je pense, qui est la période de réserve qui existe aujourd'hui, comme vous le savez, pour les médias, pour nos médias, et qui, je pense, dans le cadre de cette loi, pose une vraie question aussi. Le fait de ne pas pouvoir intervenir lorsqu'on est face à une fausse information, une fake news, peu importe la définition, est une vraie question dans cette période de réserve, parce qu'évidemment, notre travail étant de dire qu'il s'agit d'une fake news, ne pas pouvoir le faire sur cette période, j'insiste, c'est un vrai problème. Donc peut-être qu'il y a un point à soulever, notamment pour avoir une souplesse lorsqu'on est face à ce type d'information. Donc voilà, c'est surtout, pour ce qui concerne M6, la partie référée, et les conséquences de ce référé. Ensuite, la période de réserve, j'insiste de nouveau. C'est les deux points qui nous paraissent, nous, importants, outre la définition qu'on a déjà évoquée. D'accord. Puisque vous avez évoqué, comme votre collègue de France Télévisions, la question de la définition opératoire de ce que peut être la fausse information, je me permets juste d'élargir la question en demandant aux uns et aux autres, peut-on vraiment trouver une définition suffisamment précise qui n'atteigne pas la liberté d'expression et qui en même temps soit suffisamment large pour embrasser l'ensemble du spectre? Voilà, je précise la question. En me tournant vers les autres participants. Monsieur Sakali, pour France 24. Oui, alors là, vous me prenez à sec, parce que pour la définition, peut-être que je passe mon tour et on revient après. Mais concernant la loi, nous avons 3 alertes et une remarque, nous. La première alerte pour France 24 et France Média Monde, c'est l'application du principe de réciprocité qu'il peut y avoir. C'est-à-dire à la seconde où un pays où nous suspendons une télé, une radio, il va y avoir un problème pour nos correspondants, parce que nous sommes présents dans 183 pays, et ils ne sont pas tous prix Nobel de démocratie, loin de là. On passe notre vie à gérer des dirigeants qui nous expliquent que s'ils ont décidé d'être président à vie, c'est pour le bien-être de leur peuple. Et que les élections sont tout à fait transparentes. Ça, c'est bon. Alors, on peut assumer cette histoire de principe de réciprocité et que nos correspondants soient chassés des pays, mais il faut en être conscient. La deuxième alerte, c'est l'histoire du référé aussi et les 48 heures, c'est-à-dire dans la vie de la justice, 48 heures, c'est très court. Si un juge n'arrive pas à réunir les documents probants et qu'il laisse en liberté, entre guillemets, une information, elle va être encore plus crédibilisée alors qu'elle est probablement fausse. Et 48 heures en même temps, c'est un temps infini pour les réseaux sociaux où une information peut être viralisée à l'infini. La troisième alerte, c'est le fait de limiter le contour de la loi aux périodes électorales. Et là, il peut y avoir une campagne à l'étranger accusant la France de voter des lois pour protéger ses hommes politiques
pour éviter des voix discordantes ou des opinions divergentes. Et ça, c'est bon. Comment contrecarrer ça, c'est compliqué. Et en fait, la dernière et la remarque, c'est nous pensons qu'il faut travailler beaucoup plus sur l'éducation aux médias, ce qu'on essaie de faire nous comme les autres. On participe à une plateforme avec France Télé, Radio France, la vraie ou fake. Et donc on en est tous là. Voilà, nous, on a 3 alertes principales qui peuvent être importantes et une remarque. Sur la définition, en tout cas, le mot manipulation est assez vague de la loi pour être surinterprété 1000 fois. Donc, et information erronée, c'est évidemment pas ça qu'il faut prendre. Parce qu'on peut faire de bonne foi une information erronée, qui n'est pas forcément de la manipulation ou un fake news. Donc, si vous nous donnez un quart d'heure, on trouve la solution. La parole à votre voisin, directeur délégué de l'information des CNews, M. Baudet. Baudet ou Bauder, pardonnez-moi. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le journalisme, c'est le meilleur ennemi de la fake news et de ceux qui veulent propager les fake news. Nous sommes journalistes professionnels et comme le rappelait mon confrère Donat, nous agissons et nous travaillons dans un cadre juridique et réglementaire très strict. Nous avons un comité d'éthique, nous avons une charte, nous avons le CSA qui nous donne un cadre réglementaire, nous avons des sociétés de rédacteurs ou des sociétés de journalistes avec lesquelles nous travaillons et nous échangeons constamment. Qu'est-ce qui caractérise pour moi l'information par rapport à une fake news? En fait, l'information, outre qu'elle est vérifiée, qu'elle est recoupée, etc., elle est sujette à délibération des journalistes. Du journaliste qui a l'information jusqu'aux dirigeants ou aux décideurs qui décident de la mettre à l'antenne et de combien la mettre à l'antenne et comment la mettre à l'antenne. Il y a une délibération constante des journalistes professionnels pour savoir si une information est bonne, si elle est valable, si elle vaut le coup d'être mise à l'antenne. Et ce qui caractérise aussi une information, c'est qu'il y a une réversibilité. C'est-à-dire que si à un moment on s'aperçoit que le processus est allé peut-être trop vite, s'il y a un doute quelconque, on peut revenir sur cette information, on la retire, on la retravaille avant même c'est-à-dire on ne s'enferme pas dans notre process, on reprend tout à zéro et voilà, ce processus de réversibilité de l'information est très très important, contrairement aux fake news qui ne sont pas réversibles, qui elles se diffusent et se propagent comme des virus. Enfin, un dernier point sur la labellisation. À titre personnel, je considère que les journalistes ne sont pas des jambons, donc on n'a pas besoin d'être labellisés. Néanmoins, il me semble que sur les sites, puisque les sites, il y a des sites d'information, et puis il y a des sites qui donnent de l'actualité ou d'autres informations, les sites d'information sont opérés par des journalistes. Donc ils sont soumis aux mêmes règles déontologiques ou aux mêmes règles d'exigence. Il me semble que les adresses IP de tous les sites sont HTTP. Lorsqu'il y a des connexions sécurisées pour des histoires de transactions, ça s'appelle HTTPS. Peut-être qu'on pourrait envisager des connexions HTTPI pour les sites, effectivement, ou les informations, les sites qui sont les connexions qui sont faites par des journalistes professionnels. Voilà. Très bien, je donne la parole au directeur de la rédaction de France Info, M. Giré, qui vient de nous rejoindre. Merci, madame. Pardon d'avoir eu quelques minutes de retard pour être avec vous. D'une manière générale, je dirais d'abord que la question que vous nous posez s'adresse aux journalistes, mais pas seulement. C'est aujourd'hui une véritable question de société, c'est une question politique. Quand on sait par exemple que pour les adolescents aujourd'hui, une majorité d'entre eux ne fait pas la différence entre des images de fiction et des images réelles, c'est une problématique qui est donc très profonde, très puissante, et nous sommes dans une crise de l'information, dans un moment de l'histoire de l'information tout à fait singulier. Reconnaître qu'il faille protéger aujourd'hui de moments démocratiques, en tout cas que la situation est nouvelle, ça je le crois, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une situation très particulière où l'amplification, la massification, la capacité pour voilà, des gens malveillants en tout cas, de propager de fausses informations, de troubler les processus électoraux, elle est avérée aujourd'hui. Bon, la question philosophique et politique qui vous est posée, et nous est posée aussi, nous journalistes, c'est comment répondre à ça. La ministre de la Culture avait dit que la meilleure arme contre les fake news, c'était le journalisme. Bien évidemment, ceux qui sont autour de la table, je pense, partagent cette vision-là. Ça ne suffit pas, c'est une question, je pense, beaucoup plus grave, beaucoup plus politique, beaucoup plus large. C'est ces choses avec lesquelles nous allons habiter pendant un bon paquet de temps. On est vraiment rentré dans l'âge du numérique. Il y a des choses donc
oui, pour ma part, je reconnais qu'il y a un moment particulier, il y a des questions nouvelles qui se posent pour nous, journalistes, et pour les démocrates que nous sommes tous ici. Une partie de la solution, bien évidemment, est dans les rédactions. Une partie seulement. Pas toute la solution, mais une partie, c'est l'exigence de notre métier. On partage à France Info avec nos cousins de France Télévisions une pratique journalistique qui fait qu'il n'y a pas de conditionnel sur nos antennes. Que nous n'avions pas donné, ni les uns ni les autres, les informations, ou pas les informations, mais le fake news qui avait frappé le candidat Macron pendant le dernier jour de la campagne électorale. Donc nous avons un travail de retenue, de vérification, de sourcing qui comme mes autres confrères ici, qui font que nous portons une exigence particulière, qui plus est sur un média de service public, à l'égard de ces sujets. Nous avons une agence de vérification, Pascal a dû en parler, on a souvent parlé avec plusieurs d'entre vous, voilà, qui porte une exigence de vérification, de certification de l'information très poussée, qui fait qu'on retient un certain nombre de choses tant que nous n'avons pas de confirmation, de sources fiables. Les choses qui m'intéressent dans le projet de loi tel qu'il est sont notamment ce qui concerne la traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que nous puissions, qu'il y ait des exigences qui soient demandées aux plateformes sur qui sponsorise tel ou tel contenu, qui pousse telle ou telle chose, et ça c'est une information intéressante pour nous. Bien évidemment, pour nous, c'est une information en soi. Donc, il y a une obligation faite aux plateformes de révéler ceux qui ont intérêt à propager, ceux qui financent, ceux qui payent pour propager telle ou telle information. Ça, c'est un élément qui nous intéresse. Ensuite, je partage, je pense, toutes les réserves de mes collègues sur la dimension juridique telle qu'elle est exposée aujourd'hui dans le projet de loi. Et à ça, nous n'avons pas de réponse simple. C'est-à-dire que voilà, la saisine du juge, le référé, les 48 heures, le fait que c'est ou trop court ou trop long, voilà. Moi, j'ai apprécié en tout cas l'idée qu'on parle aujourd'hui de manipulation de l'information. Je pense que ça permet de simplifier et d'écarter tout un tas de registres de choses qui sont de l'ordre de l'opinion. N'importe qui peut dire des choses fausses. C'est le jeu de la liberté d'expression. En revanche, quand il y a manipulation, intention de pervertir un moment démocratique, etc., bon, c'est difficile à qualifier, c'est difficile surtout à qualifier très vite. Et donc dans des délais très courts, voilà. Donc là les problèmes subsistent. Donc, et si j'ai bien compris, la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui ne répondrait pas, ou en tout cas n'empêcherait pas, ne serait pas une parade qui permettrait d'éviter ce que nous avons déjà, ou de contrer ce que nous avons déjà connu dans d'autres moments d'élection en France ou aux États-Unis. Donc on voit bien que la situation est complexe et de la difficulté de répondre avec un seul instrument, celui de la loi. Bien, je vous remercie. Je vais juste vous poser 4 questions un peu plus précises que je vous demande de bien vouloir noter. Et ensuite, je passerai la parole à mes collègues. D'abord, approfondir cette notion de définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver quelque chose d'opératoire. Si au fur et à mesure de la discussion, il y a des idées formidables qui vous viennent à l'esprit. Revenir sur cette question du label qui permettrait de distinguer les sites fiables de ceux qui le seraient moins. C'est vrai que c'est régulièrement évoqué, hein, cette question du label. Ne peut-on pas craindre, dans l'atmosphère de défiance qui marque notre époque, que ce label, finalement, rate sa cible et crée une sorte d'information officielle? Voilà, c'est une question. Une autre question, je voudrais revenir sur l'histoire du référé, parce que vous l'avez évoqué, vous avez été plusieurs à l'évoquer. On parle parfois de possibilité d'instrumentalisation du référé qui est prévu à l'article 1er de la loi, je le rappelle. Par exemple, que se passe-t-il si le juge, en refusant d'ordonner le retrait d'une information faute d'éléments suffisants pour le justifier, on rappelle qu'il n'aura que 48 heures, ce qui est très très court. Que se passe-t-il par rapport à cette information? Est-ce que ça la légitime aux yeux de l'opinion publique, finalement, ou encore que des associations attaquent des informations tout à fait réelles pour tout simplement secréter du contentieux? Donc ça, c'est ma deuxième question sur le référé. Et je voudrais enfin vous poser 2 questions, une sur l'article 9 et une sur l'article 9 bis. Ma question sur l'article 9 de la proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission de l'Assemblée nationale, donc étend la compétence du CSA au domaine du numérique. Donc je voudrais vous demander
Que pensez-vous de ces compétences dévolues, nouvelles compétences, au CSA? Et enfin, dans l'article 9 bis, on indique que les organes de presse peuvent, je cite, conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Est-ce qu'une disposition législative, finalement, vous semble nécessaire en la matière? Ou est-ce que ça ne se fait pas naturellement déjà? Voilà. Monsieur Sakali. Oui, alors moi, je vais répondre pas à tout, évidemment. Sur la labellisation, nous avons une petite tachycardie, nous, sur ce thème, parce qu'en fait, nos amis de RSF, et c'est très louable, hein, ils veulent essayer de voir comment on peut s'en sortir de cette histoire de fake news. Et en fait, on labelliserait des structures et non pas des contenus. Et donc, n'importe quel crétin, s'il veut monter une rédaction, c'est monter une structure de rédaction. Donc, le risque, il suffira qu'une entité audiovisuelle non fréquentable soit labellisée pour que le travail soit fichu, quoi. Et voilà, ça c'est pour le label. Et sur l'extension des compétences du CSA sur Internet, nous, on en est tous ravis parce que depuis Charlie Hebdo, nous, organes officiels, on était tenus à des règles, c'est très bien, et on pouvait dire n'importe quoi sur Internet et sur les réseaux sociaux sans aucune limite, et ça c'est un problème. Et je voudrais rajouter, si vous le permettez, d'histoire de peut-être qu'en parlant du CSA, on pourrait nous aider parfois lors des périodes électorales, lors des périodes de silence électoral. Je ne sais plus qui l'a évoqué, je sais plus qui a évoqué, le dernier jour de la campagne pour l'élection présidentielle, il y a eu la fake news sur le président. Et nous, on était en incapacité totale d'expliquer, alors qu'on aurait très bien pu le faire, en quoi c'était une fake news. Et Dieu merci, il y a eu la commission électorale qui a sorti une info pour dire qu'il a sorti un communiqué pour dire que c'était n'importe quoi. Et donc nous, on a relayé la commission électorale qui disait ça. Sinon, on n'aurait même pas pu dire, voilà, cette info concernant le futur président de la République est fausse. Donc là, on peut peut-être aussi trouver des aménagements. Alors, France Télévisions. Merci, madame. Je voudrais juste développer un petit peu la proposition que nous formulons sur la contrefaçon de l'information. Effectivement, le terme manipulation constitue pour nous un progrès par rapport au début du processus législatif. Néanmoins, il pêche par son caractère vague, mes collègues l'ont dit. La contrefaçon a le mérite de préciser un petit peu les choses. La contrefaçon, ça suppose que donc excusez-moi pour le terme, produit livré n'est pas un produit réel, n'est pas un produit qui respecte celui qui le reçoit. Deuxièmement, ça suppose l'organisation et par conséquent, évidemment, l'intentionnalité. Donc là, je pense qu'on tient peut-être quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qui serait utile, à mon avis, à la société. En ce qui concerne le label, nous aussi, on est un peu, à France Télévisions, circonspect sur un label sur les structures. Qu'une information soit labellisée parce qu'elle a été vérifiée par une organisation, et je vais vous dire où je vais en venir, et que le public le sache, et qu'à ce moment-là, on ait un gage de crédibilité sur cette information, pourquoi pas? Encore faut-il s'organiser pour ça entre médias. Mais qu'un label, a priori, soit établi, ça me paraît assez dangereux. Ça entraînerait, vous l'avez formulé dans votre question, immanquablement une défiance. Il y a une jeune journaliste, une anecdote très courte, il y a une jeune journaliste en ce moment qui fait un travail formidable contre les fake news. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Elle le fait sur Internet. Et son travail remarquable est repris dans une rubrique qui s'appelle What the Fake sur le média à destination des jeunes adultes que France Télévisions a lancé, qui s'appelle France TV Slash. J'ai proposé à cette jeune femme de doubler sa rubrique dans un de nos JT. Et elle m'a dit « Ah non, il n'en est pas question, je ne peux pas avoir sous mon nom marqué France 2 ou France 3 ou France Télévisions, parce qu'immédiatement, le public que je vise me jugerait comme étant participant au grand complot des médias établis, qui sont d'ailleurs systématiquement associés aux politiques. » C'était très frappant quand même. Je me suis dit « Mais c'est quand même dingue que finalement, il y ait une présomption de mensonges et de manipulation lorsqu'on est adoubé. » Voilà.
Et donc, évidemment, un label, bien sûr, vous l'avez pressenti, madame, évidemment, il entraînerait forcément, au bout d'un moment, une forme de défiance, quoi. Le délai de 48 heures pour un juge est effectivement court pour juger du caractère contrefait d'une information ou pas. Évidemment, si le juge ne se juge pas capable d'arriver à une conclusion, évidemment, ça sera pris pour un blanc-seing. Et là, le danger est là. Quant au contentieux artificiellement créé, que vous évoquez également, eh bien, il est directement lié à la définition. Plus la définition sera précise, et moins le risque de contentieux abusif arrivera, à mon sens. Les nouvelles compétences du CSA sur le numérique, oui, pourquoi pas. Je fais simplement remarquer que le CSA n'est pas un organe de censure. Il juge donc notre travail a posteriori et non pas a priori, sauf quand il s'agit d'organiser sur le plan global. Mais sur le contenu lui-même, il ne juge qu'à posteriori. Le jugement a posteriori sur de l'Internet est, à mon avis, vain et illusoire. Ça va tellement vite que je pense que le CSA n'arriverait tout simplement pas à travailler. On s'est doté à France Télévisions d'une chaîne WhatsApp de vérification très efficace à travers notre site France Info. Il est donc en lien directement avec les organes de vérification de Radio France. Tout ça est très efficace. Lorsque j'avais un exemple éventuellement pour vous, lorsque on a fait face à une vraie fake news bien française, là, récente, qui tentait à montrer que le meurtrier de Trèbes avait été naturalisé après avoir été fiché S, ce qui est totalement faux. Grâce à ce système d'échange d'informations, qui mine de rien regroupe plusieurs rédactions du service public, c'est quand même une arme assez puissante, on a mis à peu près 10 minutes à démonter ça. Évidemment, c'est jamais passé à l'antenne, bien entendu. 10 minutes, madame, 10 minutes. Un référé, 48 heures. Donc oui, c'est court pour juger, mais en revanche, qu'est-ce que c'est long pour empêcher la fake news? C'est abyssal. Abyssal. En 10 minutes, un média est quand même tombé dans le panneau. Alors certes, il a corrigé plus tard, il y a un caractère réversible à une information, même quand on est tombé dans un panneau, c'est vrai, mais quand même. Donc la mise en relisant mes notes, je me suis dit, la mise en parallèle de ces 10 minutes avec les 48 heures, elle est incroyablement parlante. Voilà. Je donne la parole à votre voisin de Radio France. Quelque chose qui m'a marqué, j'ai lu un livre récemment, vous avez peut-être eu connaissance, d'Anne Muxel et d'Olivier Galland sur la jeunesse radicale. Et le chapitre qui est lié à la façon dont les jeunes aujourd'hui s'informent est tout à fait stupéfiant, il fait assez froid dans le dos. Et pour nous autres journalistes, c'est une sacrée remise en question. Et vous apercevez que tout ce qui tend à institutionnaliser les médias se retourne contre nous. Nous participons, nous appartenons à une forme de complot, etc. Et bien évidemment, le label, c'est la première idée, elle paraît simple, naturelle, on labellise, on garantit la vraie information, vérifiée, certifiée, etc. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, c'est une fausse bonne idée. Parce que ça sera, au contraire, on va être assimilé encore plus aux médias d'un système. On peut trouver ça désastreux, d'ailleurs c'est totalement désastreux, c'est totalement regrettable, c'est assez effrayant par certains côtés. Et là-dessus, on l'a très bien vu aux États-Unis, c'est intéressant parce que les États-Unis ont toujours un petit temps d'avance là-dessus. Et les médias sérieux qui ont essayé à un moment donné de faire ce travail de debunking, d'anti-fake news, de vérification, qui comptabilisaient le nombre de fausses informations que le président américain prononçait par 24 heures, tout ce travail journalistique formidable, éditorial qui a été fait, et à un moment donné, c'est retourné dans l'opinion et n'a en rien fait propager la cause de l'information fiable et recoupée auprès des supporters de Donald Trump. Et on voit bien au contraire combien les actions communes, les tentatives, alors ça n'a pas toujours été des labels, mais de travailler ensemble, c'est le bon sens, hein, bien évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense, mais en fait c'est retourné contre ces médias, et voilà, c'est regrettable, mais je crois que là, en fait, il y a un effet pervers
faire, auxquelles il faut penser, et on aurait les mêmes réserves, enfin moi j'ai aussi les mêmes réserves que mes collègues sur la question de la labellisation. En revanche, travaillons notre éthique, travaillons notre responsabilité, travaillons notre vérification. On peut faire des choses en commun sur des choses où on peut là, en plus au sein du service public, comme le disait Pascal, il y a beaucoup de moyens qu'on peut et de capacités de vérification qu'on peut mutualiser pour être encore plus fort, plus rapide, plus puissant. Je crois que ça c'est le bon sens, mais le label commun, j'y vois beaucoup de risques en tout cas. Pour pas répéter ce qui a été dit précédemment, que les compétences du CSA soient étendues au numérique, ça semble aujourd'hui une évidence. Il faut mettre le CSA dans le monde réel tel qu'il est aujourd'hui. Et puis, nous devons, les uns et les autres, trouver le moyen de reconstituer des digues de confiance à l'égard de l'information. Et ça, voilà, nous aussi, on a des choses à faire de notre côté. Mais la question de la loi, encore une fois, est une question qui ne va pas résoudre le problème à elle seule. D'autres éléments de réponse pour compléter ce qu'ont dit vos collègues? Je pense que de balayer la notion de label n'est pas forcément une bonne chose, mais il faut s'entendre sur ce dont on parle. Aller mettre un visa ou une certification, comme le dit Vincent, ça va être quelque chose qui va être extrêmement contre-productif parce que ça va susciter immédiatement la défiance et ça va être contourné. En revanche, moi quand je pense label, je pense plus à une forme de contrainte aux plateformes, faites aux plateformes, de surpondérer et de mettre en avant un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés de production d'information, éditrices d'information, dans le magasin. C'est-à-dire que nous, on peut faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de délivrer l'information vérifiée, survérifiée, etc. Si on ne ressort jamais, ou si on n'est absolument pas mis en avant, ou si on est traité de la même façon que n'importe quelle autre information qui vient d'une source non identifiée, je pense qu'il y a une capacité peut-être à surpondérer notre visibilité sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Et donc cette labellisation n'est pas une labellisation faciale qui s'adresse directement aux consommateurs d'informations, mais plus dans une contrainte au niveau algorithmique de mettre en avant ce qui est issu d'organismes qui sont comme nous contrôlés avec un comité d'éthique, avec des sociétés de rédacteurs, et de ne pas être traité de la même façon que quelque chose qui émane d'une personne ou d'une société à capital étranger qui peut avoir des intentions qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, je ne sais pas, évidemment, les moyens de pression sont compliqués, mais il faut que notre travail, on a des remises en cause quotidiennes sur notre travail, il faut que la qualité de ce travail soit mise en avant aussi dans ce grand magasin numérique où on est au milieu d'un océan d'informations qui ne sont pas vérifiées. Sur le référé et pour le reste, 48 heures, c'est une vie, et surtout le fait que le juge n'aura pas forcément les éléments nécessaires, ça va valoir au contraire certification, le fait qu'il n'y ait pas de condamnation, donc l'effet pervers est terrible. Vous rejoignez la question Oui. posée, en fait. C'est terrible. Oui. Oui, évidemment c'est la même chose. Donc, Pour ce qui concerne M6, je ne reviendrai pas sur la définition, en dehors du point sur la manipulation, qui je pense est une vraie, comme ça a été évoqué, une vraie avancée. Pour ce qui nous concerne, la labellisation, j'entends le point évoqué de mise en place à l'intérieur des structures d'un certain nombre de choses. Pour ce qui est du label en lui-même, on n'y est pas favorable pour toutes les raisons qui ont été données. Ce serait vraiment, à mon avis, contre-productif. Donc je ne le développe pas, ça a été le cas. Le référé, je vais le dire de la même façon, peut-être de façon un petit peu plus virulente, mais c'est vraiment une fausse bonne idée. Vous venez de l'évoquer, si le juge ne se déclare pas compétent, comme on le dit depuis quelques minutes maintenant, l'information, et on connaît tous la façon dont ça fonctionne, l'information dans le grand public, il ne s'agit pas de prendre les gens pour des imbéciles, mais gagnera en crédibilité, et ce sera donc à l'inverse de ce qui veut être mis en place. Donc je pense qu'on est là, pardon de le dire comme ça, mais dans la fausse bonne idée. C'est presque plus grave, j'allais dire, que le label, même si, encore une fois, on n'y est pas favorable. Donc je pense que ce point est quelque chose d'important. Pour ce qui concerne la période de réserve, je le redis aussi, je crois que là, il y a quelque chose à faire, parce que clairement, ça aurait été
incroyable, et d'ailleurs ça a été le cas pour certains d'entre nous, de ne pas pouvoir intervenir pour ce qui concernait le futur président de la République, qui était, enfin, la fake news qui le concernait. Enfin, c'est juste aberrant. Alors que je rejoins un peu le point de Pascal Sebon, en quelques minutes, ou en 1 heure ou 2 heures, on avait la possibilité de dire sur nos antennes que c'était une fausse information. Mais la période de réserve nous interdit de le faire. Donc je pense qu'une souplesse sur ce point, et ça me paraît pas, ça me paraît pas quelque chose d'incroyablement difficile à mettre en place en période électorale, de faire quelque chose sur ce point est à mon avis très important. Pour terminer, le CSA et le numérique, moi je pense que c'est une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que, puisqu'il s'agit de quelque chose a posteriori, ce sera compliqué, on sait comment fonctionne Internet, quand ce sera parti, mais à la fois, c'est quelque chose qui manque. On est, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, je crois que Thomas Bauder l'a dit, on est, alors nous avons le CSA, nous avons la loi, donc la réglementation, nous avons un certain nombre de choses en interne aussi qui nous évitent de faire, je pense, des erreurs. Je pense qu'il est temps que le numérique, alors sous quelle forme, mais soit réglementé aussi. Ça évitera, je pense, un certain nombre de débords. Et surtout une comparaison avec... je vais vous donner un exemple. Quand on prend le temps de vérifier une information, ce qui n'est pas le cas sur le numérique, ça se retourne contre nous. Ça a été le cas au moment des attentats. Ça veut dire que quand vous ne passez pas une photo, vous ne donnez pas un nom, il y a quelque chose que vous ne donnez pas, on dit mais c'est très étrange. M6, pour parler de nous, ne donne pas l'information dans son journal. Pourquoi? Bah oui, parce qu'on essaie simplement de la vérifier. Et Internet va la donner. Et si elle est fausse, c'est parti. Donc c'est là où je pense que le numérique, à un moment donné, que le CSA doit avoir un regard sur le numérique, pour qu'à un moment donné, on joue dans la même cour. Bien, mes chers collègues, alors, après avoir entendu les rédactions de l'audiovisuel, comme je vous l'ai dit, nous accueillons maintenant les représentants des 3 grandes organisations de presse. Donc, monsieur Francis Morel, que vous connaissez bien, président du syndicat de la presse quotidienne nationale, qui est accompagné de Denis Boucher et de Samir Ouachati, responsable des affaires juridiques et sociales. Notre ancien collègue, qu'on a plaisir à retrouver, Jean-Michel Baillet, président de l'Union de la presse en région, qui est accompagné de madame Maude Grillard et de Aude Darcourt, responsable des relations institutionnelles, que vous connaissez bien également. Et puis monsieur Deloire, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Sans plus attendre, je vous donne la parole parce que l'ensemble des collègues sont briefés sur le texte, savent de quoi nous parlons. Et on a simplement besoin d'être éclairé sur ce texte qui nous laisse très dubitatif. Très dubitatif. Voilà. Alors, monsieur Morel. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être court. Plusieurs choses qui nous concernent. D'abord, c'est un texte important. On a vu à l'occasion des élections récentes à l'étranger le ravage que pouvait poser ce genre de fake news. Donc c'est un sujet important. Pour autant, c'est un sujet qui nous semble pas abouti en matière de résultats. C'est-à-dire que je pense qu'il soulève un certain nombre de problèmes. Il soulève un certain nombre de problèmes qui restent pendants. Je vais expliquer. D'abord, quand on dit les fake news, on voit bien la difficulté que l'on a déjà à définir ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Et quand on parle d'allégations ou faits inexacts ou trompeurs, la caractéristique d'une information, malheureusement souvent, c'est qu'on ne sait pas si elle est inexacte ou trompeur. Et si le juge en référé a 2 jours pour se prononcer sur un fait, je pense que c'est un cadeau terrible qu'on lui fait parce qu'il sera 9 fois sur 10 impossible pour lui de se prononcer. C'est sûr que s'il s'agit de savoir si quelqu'un est mort ou pas, c'est facile. Mais s'il s'agit de savoir si quelqu'un a un compte à l'étranger ou sa campagne est financée par l'étranger, je ne vois pas comment en 48 heures un juge en référé est capable de le dire. Donc ce premier point de définition des fake news, clairement, n'est pas satisfaisant. De même, lorsqu'on est diffusé de mauvaise foi, comment va-t-on apprécier ce que c'est que la mauvaise foi? Je reprends les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, un compte à l'étranger, un financement de campagne. Est-ce que le média qui l'a publié l'a fait de mauvaise foi ou il a pensé que l'information était exacte? Donc sur ces 2 critères fondamentaux de définition de la fausse nouvelle, clairement, nous n'avons pas de réponse. C'est à mon avis un problème de fond. Il n'y a qu'un seul critère qui me semble intéressant, c'est lorsqu'on parle au niveau de la diffusion
d'une diffusion de manière artificielle ou automatisée et de mauvaise foi. Quand on dit automatisé et de mauvaise foi, on voit très bien ce que l'on vise. C'est un certain nombre de moteurs de recherche qui prennent une information et la diffusent de façon répétitive sans aucune vérification. Ça, c'est effectivement un critère qui veut dire quelque chose. C'est à mon avis le seul critère éventuellement qui peut avoir du sens. Cela étant, si on retient ce seul critère, je vais parler au nom de ma chapelle, il me semble évident que les sites de presse ne peuvent pas être concernés par cela. Les sites de presse, notre fonctionnement est très encadré. Il y a la loi de 1881, complétée par celle de 1986. Vous avez un numéro de commission paritaire. Vous avez aujourd'hui des chartes déontologiques. Vous avez également une responsabilité pénale du directeur de la publication. Donc, nous qui est absolument, lorsque le journaliste est condamné, c'est d'abord le directeur de la publication qui est condamné. Donc, clairement, ce genre de nouvelles diffusées de manière artificielle, automatisée, de mauvaise foi, ça ne nous concerne pas. Et on pense que si on devait se limiter à ces critères de définition, en tout cas, il faudrait préciser clairement que les sites de presse ne sont pas concernés par cela. Et j'en viens à un point qui nous semble très important, c'est qu'en fait, il faut, pour nous, ce qui est important, c'est en fait, initialement, la loi devait s'appeler loi sur la confiance dans l'information ou loi pour l'éducation à l'information. Je pense que c'est effectivement important. Et confiance dans l'information, ça veut dire qu'il faut que l'information publiée repose sur quelque chose. Et c'est un point sur lequel on propose des amendements par rapport au texte. Il faut, lorsque l'on a des informations qui sortent sur un site, que l'on voit d'où elles viennent. Il nous semble extrêmement important d'obliger les plateformes émettrices à sourcer les contenus qu'elles mettent, à les labelliser. Il faut que lorsque l'on voit sur une plateforme une information, on sache d'où vient cette information. Si elle vient du Figaro ou de Sputnik ou de n'importe quoi. Et ça nous semble quelque chose de très important. Il faut, c'est un amendement à l'article 9 que l'on propose, d'obliger les plateformes à négocier avec les émetteurs pour labelliser les contenus qu'ils publient. Ça veut dire que lorsqu'un internaute viendra sur le site, il verra clairement d'où vient cette information. Ça me semble très important pour lui, pour la connaissance qu'il en aura, et pour nos marques également, parce qu'à ce moment-là, ça valorise nos marques et ça valorise le travail de nos journalistes. Nous avons un travail fait en amont, parce que nous pensons que c'est important, la qualité de l'information. Il faut que lorsqu'on prend une information sur une plateforme, celle-ci soit obligée de mettre sa source. Et que sur l'article 9, on fasse un amendement pour obliger à ces négociations. Il faut que nous devions négocier avec les plateformes sur cette labellisation des contenus. C'est une autre façon de régler le problème des fake news en montrant à l'internaute quel travail il y a derrière l'information publiée. Bien. Monsieur le Président Bailey. Bon, je vais vous aider à rattraper un peu de temps perdu. Quand je vous aurais dit mon bonheur et ma joie de vous revoir les uns et les autres dans votre diversité et de retrouver cette belle maison que j'ai fréquentée tellement d'années, je me contenterai de dire que la presse écrite que nous représentons, Francis, la presse quotidienne nationale, moi la régionale et la départementale, on peut ajouter d'ailleurs la presse hebdomadaire régionale également, puisque nous avons pris désormais l'habitude de travailler ensemble et nous allons vers davantage d'intégration commune, que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Francis Morel, que c'est aussi notre vision des choses et qu'il n'est donc pas utile que je vous prenne du temps pour répéter d'une autre manière, nous savons le faire dans cette maison, exactement les mêmes choses. Très synthétique, très synthétique. Alors, je me tourne vers le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a certainement des choses à nous dire. Oui, pardonnez-moi, je vais avoir du mal à être aussi bref. Il y a deux sujets qui sont deux sujets légitimes, mais à mon sens distincts et qui méritent d'être traités par la loi, mais à mon sens par des lois différentes. Le premier sujet, c'est ce qui était à l'origine l'objet de cette loi, c'est les
informations fallacieuses, malveillantes, manipulatoires à des fins de déstabilisation des processus électoraux. Et je parle aujourd'hui du second sujet, parce qu'il semble important de le distinguer, qui est celui du changement radical du système de l'espace public, du fait qu'il y avait une forme d'équilibre entre l'applicabilité du droit, le droit de la presse, qui est un droit pour tous les citoyens, mais qui est sur les exceptions à la liberté d'expression, le droit des médias, qui est sur le statut des médias, et la pesanteur déontologique. Et qu'avec la mondialisation de l'information, la désintermédiation de l'information a sauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, le champ de l'information met en concurrence des contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, des contenus proches des idéaux journalistiques, des contenus de propagande, des contenus publicitaires, des rumeurs. Et que ça, c'est un problème majeur pour nos démocraties, puisque les démocraties, elles sont nées de certaines règles et procédures sur le débat public, et donc sur l'organisation du champ médiatique. Donc, si on est simplement sur la question des informations manipulatoires en période électorale, la loi de 1881 était sans doute pas tout à fait satisfaisante pour répondre à certains défis d'aujourd'hui, et notamment à éviter que ne soient perturbés, avant qu'ils ne se réalisent, des processus électoraux. Et que la condamnation in fine après un processus ne résout pas ce problème. Donc la position de Reporters sans frontières, c'est que, par principe, cette loi n'est pas illégitime. Alors, en revanche, et là je rejoindrai un certain nombre de propos de Francis Morel et donc de Jean-Michel Baillet, le problème c'est que cette loi qui a été rédigée dans l'urgence peut être largement inopérante, voire contre-productive. Quel caractère contre-productif? Alors sur deux dispositions. Par exemple sur la disposition liée au pouvoir renforcé du CSA. Nous on a plutôt été dans une logique de contre-proposition, parce que si on comprend bien la logique de l'article, le problème c'est qu'immanquablement, son application pourrait entraîner une logique de guerre de l'information. Si on regarde bien, quand les États-Unis récemment ont mis en place une loi sur les agents de l'étranger pouvant s'appliquer à Russia Today, dans les semaines qui ont suivi, la Russie a adopté une loi semblable, la Douma. Et donc nous, il nous semble qu'une autre logique que pourrait emprunter le législateur consisterait à fixer des exigences, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait demandé au moment du conventionnement de Russia Today, c'est ce qu'on avait demandé vis-à-vis de médias possédés par des oligarques français et qui peuvent asservir leur chaîne de télévision à leurs intérêts africains, c'est que soient mis en place des garanties d'indépendance éditoriale plus fortes, avec une possibilité de sanction, alors que pour l'instant le CSA refuse d'entrer dans cette logique et ne demande que simplement le respect par l'éditeur du respect de ses obligations au titre des conventions et des cahiers des charges, et qu'il pourrait y avoir quelque chose, déjà d'ailleurs avec les pouvoirs actuels du CSA, de plus fort, et qui permettrait qu'on soit un oligarque français qui asservit sa chaîne de télévision à ses intérêts africains, ou le Kremlin, ou n'importe qui d'autre, on serait logé à la même enseigne. S'agissant de la procédure de référé, la première présentation, qui avait été celle à l'époque du ministère de la Culture, n'était pas aberrante, de dire que le juge pouvait statuer en 48 heures sur des contenus manifestement erronés. Le problème, c'était que ça sera rarissime et que dans les cas évoqués par Francis Morel, de fait, il ne le pourrait pas. Ça ne fonctionnerait que si, évidemment, on dit que quelqu'un était mort et qu'il ne l'est plus, ou qu'on n'a pas payé sa feuille d'impôt. Ça arrive. C'est arrivé avec un journaliste ukrainien, vous l'avez vu récemment. Mais donc, au fond, la plupart du temps, on aura un caractère contre-productif puisque des médias pourront dire, des médias là, manipulatoires pourront dire nous n'avons pas été, la diffusion de la nouvelle que nous avons avancée n'a pas été empêchée, c'est bien la preuve qu'on disait vrai. En tout cas, on préfère quand même largement cette notion de caractère manifestement erroné ou faux aux amendements parlementaires qui visent à définir ce qu'est une fausse information sous le sens de la tromperie, l'inexactitude ou sur des choses qui sont parfaitement, qui ne conviennent absolument pas. Et là, ces amendements, à notre sens, ils doivent absolument être repoussés. Troisième point, l'autorégulation.
Et ça, la question est posée de savoir si ça doit être dans cet texte de loi ou dans une autre loi qui aurait une ambition beaucoup plus grande sur le fait de rétablir les grands équilibres des libertés et de la liberté d'expression et de la liberté d'information. Je voudrais ajouter à la proposition du SPQN, dire un mot d'une initiative d'autorégulation qui a été lancée par Reporters sans frontières, qui est une initiative européenne, visant à créer un référentiel journalistique et à donner des avantages concrets au-delà d'un label public, mais visant à donner des avantages concrets en matière d'indexation sur les plateformes, de fléchage des dépenses publicitaires, le cas échéant ayant dans certains pays présentant aussi des avantages en matière d'affectation du soutien public aux médias. Ou dans de nombreux pays aussi de critères pour le financement par les fondations des médias. Et donc, c'est en tout cas, pardonnez-moi pour... j'ai vu qu'il y avait des amendements sur la labellisation par le CSA. Ça, évidemment, ça paraît une idée que je qualifierais de saugrenue. Ces labellisations ne doivent être ni le fait des plateformes numériques. Ça n'est pas à elles de distinguer ce qui est honnête, ce qui est malhonnête. Elles sont incapables de le faire. Elles sont aveugles au mode de production des contenus. Et ça n'est ni une tâche qui incombe aux États. Et donc, elle doit relever de principes d'autorégulation. Et la disparité entre la régulation et l'autorégulation doit être essentielle, sachant que la régulation peut évidemment conforter l'autorégulation. Merci. Merci. Alors, mes chers collègues, des questions. Alors, Madame de la Provoté. Oui, pour réagir quasi immédiatement à ce qui vient d'être dit, il me semble que ce texte de loi se résume à quelques questions. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on censure? Et on a déjà beaucoup de mal à dire ce qu'on va censurer, ou en tout cas considérer comme étant n'étant pas écoutable, audible, regardable, lisible. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qui est les censeurs ou qui met le label. Et quels sont ces moyens? Parce que c'en est le corollaire. Quand on voit les moyens immenses qui sont mis à disposition de la fausse information, l'information interprétée, l'information manipulée et la façon dont on la transmet au public et on accompagne sa diffusion et donc sa massification, on se dit qu'il va être difficile quand même de mettre en place les moyens en face pour pouvoir être efficace pour traiter de cette question. Donc ma question, elle est, alors outre le fait que la dimension éducative est une dimension qui est complètement ignorée dans ce sujet, qu'on doit donner les moyens aux citoyens d'avoir l'esprit critique et d'avoir un point de vue éclairé, mais cette question-là, elle n'est pas explicitée, peut-être que vous avez un avis là-dessus. Ma question est, est-ce qu'il faut que cette loi soit écrite comme telle, ou est-ce qu'il ne faut pas simplement traiter la question des plateformes au travers d'un texte de loi, puisque les médias dits classiques vont s'autoréguler et sont censés avoir une déontologie qu'eux-mêmes ils mettent en œuvre et pratiquent. Et peut-être qu'on pourra d'ailleurs les accompagner à faire mieux les choses, mais est-ce que c'est simplement la question des plateformes qui est un sujet, puisque c'est par rapport à avant... Et sur l'écrit, par exemple, où il y avait les pamphlets, enfin, on a toujours connu ces choses-là, quels que soient les siècles. Est-ce que c'est juste la question de la massification de l'information? Et du coup, c'est la question des plateformes qu'il faut traiter simplement dans un nouveau texte de loi. Bien, merci Madame la Provoté. Je vous invite à peut-être noter les questions. Je vais faire le tour des collègues. Madame Laborde. Merci Madame la Présidente, chers collègues, je suis contente de vous revoir ici. Et bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça tombe bien que je parle aussi dans cet ordre, puisque ma question était aussi sur la question de la régulation, et surtout par rapport à la responsabilité de la presse, donc parce que vous avez une forte responsabilité, soit en tant que journaliste, soit en tant que directeur de presse. Et donc avec ce développement sur Internet, est-ce que sur Internet c'est juste un passage d'informations qui a déjà été trié et qui sera écrit le lendemain dans le journal papier, enfin voilà, hein, donc ça donne une idée d'autorégulation. Et pour moi, j'ai l'impression que votre rôle de police, hein, je mets des guillemets, est décuplé. Donc c'était ma première remarque. Et par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur le CSA, c'était aussi une de mes questions, puisque bon, déjà qu'on a vu tout à l'heure avec tout ce qui est autour de l'audiovisuel, etc., le CSA, je vois pas comment ça va le faire de façon simple et claire et efficace.
avec la presse écrite qui a des plateformes sur Internet non plus. Donc si ce n'est pas le CSA, qui cela pourrait-il être à part vous en tant que responsable, comme vous disiez, de journaliste, voilà. Donc c'est vraiment une question entière parce qu'on en est à ce stade à se poser l'utilité de cette proposition de loi, enfin de ce texte de loi, pardon. Merci. Madame Darcos. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Non, simplement c'était concernant vos sites en fait Internet. Je trouve qu'il y a eu une énorme évolution et qui va dans le bon sens. C'est que pendant très longtemps, je me faisais rétorquer par les journalistes de presse écrite que les rédactions des sites n'étaient pas liées et n'étaient pas déontologiquement les mêmes que celles du papier. Et c'était une façon de pouvoir se désengager de la responsabilité de ce qui était dit. Je pense qu'il y a eu énormément de progrès à ce niveau, puisqu'aujourd'hui, vous utilisez votre numérique comme support et bien évidemment beaucoup plus réactif. Est-ce qu'il ne faudrait pas continuer dans ce sens de déontologie, notamment d'être assuré de signer chaque papier qui passe sur Internet? C'est le cas pour les plus grands, les éditos et les plus grands papiers, mais qu'il y ait une traçabilité de l'auteur et d'une certaine manière peut-être aussi un ours. Je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais du site Internet, qu'on puisse responsabiliser définitivement ces journalistes du net au même titre que le papier. Voilà, c'est peut-être un peu différent. Pardon ? Mais justement, pas toujours. C'est pour ça que je trouve que c'était intéressant, en tout cas. Merci, Madame Darcos. Monsieur Assouli. Oui, comme les auditions ont lieu par morceaux, on va dire, puisque juste avant vous, il y avait les médias audiovisuels. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Sur la presse écrite, donc, qui est vraiment le lieu et les professionnels qui ont le plus d'expérience de l'exercice de la liberté de la presse, puisque tout a commencé par là et que même les lois et les régulations ont été faites pour la presse écrite à l'origine. Mais ça me permet de rejoindre une de vos remarques, c'est que on l'a fait pour la presse écrite, le média audiovisuel a pris une importance très importante, on a essayé aussi de voir les régulations possibles, et maintenant on traite l'ensemble, en réalité pour traiter ce qui se passe sur le net qui n'est pas traité. Et c'est ça qui chamboule un peu tout, parce que effectivement les plateformes ont une responsabilité importante, et puis la mondialisation, c'est-à-dire que des médias étrangers peuvent rentrer dans le débat public d'un État, et c'est bien ça la raison de la loi. Le président de la République dit, et parce qu'il en a été victime, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, dit il faut empêcher ça. Fausse information à la veille d'une élection, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Je ne connais pas une campagne électorale où il n'y a pas eu, d'une façon ou d'une autre, de la désinformation. De la désinformation. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je demande vraiment que tout le monde médite là-dessus. Une information mineure surexposée pour inciter à un vote a changé l'élection de 2002. A changé l'élection de 2002 qui s'est jouée à rien. Bien. Donc, ne pas donner une information qui est capitale pour le jugement des citoyens, c'est une fausse information par omission, parce qu'on ne l'a pas exposée. Donc, tout cela n'est pas traité par la loi. Et on peut nous donner l'illusion qu'on a traité un sujet qui, en fait, n'est pas traité. Et à travers cette loi, maintenant, on veut aborder toutes les autres questions. Le président voulait une loi pour empêcher, à la veille d'une élection, quelque chose, et on traite tout le sujet qui nous taraude à tous, qui est dans ce bouleversement de l'information et de la communication, tout ce qui est
charriées comme fake news, qu'on appelle les fake news, mot inventé par Trump par ailleurs. Donc heureusement qu'on l'oublie un peu. Et l'éducation et le fait que n'importe quel citoyen peut avoir accès aux milliards de citoyens. Or, avant, il y avait une médiation qui permettait ce que vous avez expliqué. Bon, qui sont quand même des sujets qu'on ne traite pas par une petite loi en passant sur les 3 mois avant une élection majeure présidentielle. Donc, très franchement, ma question vient plutôt à vous demander, tout ne passe pas par la loi. Quels sont les efforts que la profession peut faire pour cette autorégulation? Est-ce que j'étais pas tellement pour, mais je commence à me demander si la profession est capable de le faire sans se foutre dessus. Une espèce de comité de déontologie globale qui peut réagir quand il y a quelque chose de majeur. Parce que on ne pourra pas à chaque fois dire, se prononcer, mais ça a été évoqué à l'Assemblée dans les débats, mal évoqué souvent, mais quand même le sujet, on a fait à travers la loi des efforts sur l'indépendance des rédactions, sur la déontologie, etc., etc. La loi Bloch qui a été controversée, mais en tous les cas, elle a donné un certain nombre de garde-fous. D'ailleurs, je remarque que les médias tout à l'heure auditionnés ont tous dit mais pourquoi on vient nous embêter alors qu'on a ça? Or, quand on a fait ça, ils ont dit pourquoi on vient nous embêter en faisant ça? Bon, mais c'est bien, maintenant ça devient un argument de promotion de la justesse de leur approche. Donc, ma question c'est, quelle est l'autorégulation qui peut donner de la force au fait de dire que la loi n'a pas à venir là-dessus? Parce que, rappelons-le, et je conclus là-dessus, la loi permet, à son article 27, la loi sur la presse, de condamner la divulgation d'une fausse nouvelle. C'est la fausse information d'aujourd'hui. Donc, c'est pas seulement la diffamation et tout, c'est le fait que dans l'espace public, on a atteint à l'ordre public et au débat démocratique par cela. C'est déjà punissable. Donc, aujourd'hui, et je veux vraiment finir par le fait que si un juge, qui sera très prudent en pays démocratique, c'est-à-dire en France, pour en 48 heures signifier ce qui est une information qui doit être retirée, il sera prudent, notamment avec les 5 conditions qui lui sont maintenant posées dans le projet de loi. Donc il va le faire très peu. Mais ça validera, ça donnera un label à toutes les fausses informations sur lesquelles il ne se sera pas prononcé, puisqu'elles n'auront pas été attaquées, elles deviendront des vraies. Et la dernière question que je n'ai pas soulevée tout à l'heure, c'est, nous connaissons la perversité de ceux qui veulent faire du mal dans le débat démocratique. Est-ce qu'un juge peut prononcer quelque chose, le qualifiant de fausse information, si vous divulguez une information au conditionnel? Bien, je pense vous remercie. Et toutes les fausses informations, quand on voudra faire du mal, il suffira de mettre un conditionnel pour la propager. Bien. Je vous remercie de synthétiser, parce que M. Morel doit nous quitter à 12h15. Donc s'il veut avoir le temps de répondre à l'ensemble des questions, M. Malhuret. Merci Madame la Présidente et merci à vous tous. Je voudrais poser la question qui a été abordée par Francis Morel et par Christophe Deloire, de façon différente d'ailleurs, et qu'on a déjà abordée tout à l'heure avec les représentants de l'audiovisuel, et qui eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux, parce que le sujet est complexe. C'est celui des hébergeurs, éditeurs ou non. Vous l'avez abordé d'une façon un peu différente. Francis Morel disait tout à l'heure, il faudrait contraindre ou engager les plateformes à dialoguer, à discuter avec les émetteurs
pour certifier ou pour labelliser l'info. Christophe Deloire nous dit attention s'il y a quelqu'un qui labellise, et surtout si ce sont les hébergeurs, parce que les hébergeurs qui hébergent aussi les médias que vous êtes vont pouvoir juger s'ils le mettent en ligne, et comment on leur donnera la responsabilité, ils vont pouvoir... Voilà, donc le problème c'est de savoir... Dans la discussion de tout à l'heure, une majorité d'entre nous, et d'ailleurs des intervenants, semblaient dire qu'il faut que les hébergeurs soient des éditeurs, qu'ils soient traités comme tels, qu'il n'y a pas de raison que les médias soient responsables de ce qu'ils disent, diffamation, injures, fausses nouvelles, etc., et que les... voilà. On disait tout à l'heure, il y a une désintermédiation. En fait, il n'y a pas une désintermédiation. Vous restez, c'est votre définition, les médias sont des intermédiaires. Il y a de nouveaux intermédiaires qui s'ajoutent, qui sont les hébergeurs, et qui parfois sont les seuls intermédiaires. La plupart du temps, ils hébergent des news ou des fakes ou des vraies news qui ne viennent pas des médias, mais qui viennent des internautes ou d'autres. Par conséquent, on est face à une contradiction. Et on a tendance à vouloir dire qu'il faut que les hébergeurs ne sont pas seulement des autoroutes, mais qu'il faut qu'ils soient responsables de l'information qu'ils transmettent. Pas de raison que ce ne soit pas le cas. Mais en même temps, si on leur donne cette responsabilité, c'est eux qui vont juger, et qui vont parfois vous juger, qui vont juger des contenus, et ils auront un pouvoir évidemment extrêmement menaçant, enfin extrêmement problématique. Donc je voulais vous demander si vous avez, si vous pensez qu'il y a un moyen terme, qu'il y a une façon de faire en sorte que la responsabilité d'un côté ne s'accompagne pas d'une nouvelle censure par de nouveaux intermédiaires. Merci de cette excellente question. Madame Brulin. Merci Madame la Présidente. Je crois que Christophe Deloire a utilisé les termes de loi inopérante, voire contre-productive, que d'avis quasi général, plus ou moins gradué, tout le monde qualifie ce projet de loi, qui a un vrai sujet, ça, je crois que c'est à peu près unanime aussi là-dessus, autour des plateformes numériques et de la régulation des contenus qu'elles diffusent, des contenus qui ne sont pas seulement de l'information du reste, qui a tout un chantier également à engager sur le développement de l'esprit critique et de l'éducation, et que les médias ont un rôle à jouer là-dessus, mais pas que. Moi, je voudrais interroger la presse écrite, puisque vous la représentez, qui est quand même un modèle dans l'ensemble des médias un peu particulier. Certains ont dit le plus abouti, moi je dirais qui assume et qui protège une forme de pluralisme extrêmement avancé. Et il me semble que ce pluralisme est aussi un élément de construction de l'esprit critique qui est à promouvoir. Donc le modèle, si on peut parler ainsi, de la presse écrite n'est pas reproductible dans d'autres vecteurs médiatiques, mais en quoi ce pluralisme assumé et protégé peut-il être travaillé dans d'autres domaines pour justement aller vers un débat d'idées de qualité qui nous prémunirait aussi de fake news qui sont diffusées. Merci Madame Brulin. Donc l'ensemble des groupes se sont exprimés. Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Morel. Peut-être répondre à quelques questions. Je suis pas oui, voilà, oui, bien sûr. Allez-y, Monsieur Morel, et Monsieur Bellet après. On y va. Tu veux commencer? Vas-y, commence. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, ce texte, c'est pour cela que je n'ai rien eu à ajouter à ce qu'a dit Francis Morel, n'est pas parfait. Il a au moins le mérite d'ouvrir un débat. Et quand même d'anticiper un cadre dans un secteur d'information où il n'y en a aucun. Parce que si nous sommes là à débattre, et je ne voudrais pas du coup que ça nous amène à ce que ça retombe ce coin de la figure de la presse écrite, qui quand même, de par son sérieux, son aspect contradictoire, sa diversité, son indépendance, donne un bel exemple de qualité d'information. Et qui est déjà labellisé au travers de la CPPAP, et qui fait des efforts considérables, et qui a des lois qui encadrent cela de manière très stricte, 1881, diffamation, etc.,
n'en rajoutons pas. J'entends parler de comité de déontologie, nos amis de RSF ont aussi de grandes idées sur les structures que nous pourrions organiser, mais ne montons pas des usines à gaz sur des usines à gaz qui existent déjà. Le directeur de la publication est co-responsable, est l'auteur de l'article. Ce sont des lois qui sont beaucoup utilisées, permettez à des directeurs de la publication de vous le dire, et contrairement à ce qu'on peut penser, qui donne souvent lieu à des condamnations que nous subissions en y étant pour rien, d'ailleurs, généralement, en tout cas au niveau directeur de la publication. Donc, il ne faudrait pas que la conséquence de tout cela, ce soit encore de complexifier le fonctionnement de l'information pour la presse écrite, qui, depuis quand même 1881, non, commence à dater, a une organisation qui ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est l'apparition sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Or, tout cadre législatif. Et comme c'est globalisé, difficulté à mettre un cadre législatif, à attaquer, et moi ça m'est arrivé d'être diffamé sur Google, pour obtenir le retrait d'informations, il faut écrire aux États-Unis, c'est une démarche d'une complexité qui rebute tout le monde. Alors, je ne voudrais pas, et je réponds en particulier à David Assouline, qu'au travers de tout cela, ce soit de nouveau sur l'écrit qu'on fasse peser des lourdeurs, des complexités, voire une sorte de menace. Je ne dis pas que ce que tu dis est menaçant, mais dire, allez, on va encore nous compliquer la vie, qu'il est déjà bien assez, y compris sur le plan économique, alors que la problématique n'est pas celle-là. La problématique, elle est bel et bien sur Internet et les réseaux sociaux et tous ces sites, dont certains, comme Telesputnik, sont spécialisés en la matière, financés par des États pour diffuser effectivement des fausses nouvelles. Peut-on par la loi régler tous les problèmes? Bien sûr que non. Peut-on faire avancer les choses? Bien sûr que oui. Et sans compter que pour la presse écrite, nous avons depuis la loi Bloch des chartes rédactionnelles dans nos rédactions qui, Madame la sénatrice Darcos, sont également respectées sur nos sites où nos responsabilités sont les mêmes. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord organiser une coopération réelle entre les plateformes et les médias professionnels, prévoir la négociation d'accords, Francis l'a évoqué, entre les plateformes et les professionnels de l'information, sur la valorisation des contenus des éditeurs de métiers et l'éducation aux médias. Il est aussi nécessaire, au regard des enjeux, de consacrer, hors CSA, parce que le CSA, ça c'est vrai, je crois que ça a été dit, ne réglera pas tout, une obligation légale qui impose aux opérateurs de plateformes en ligne, de lutter contre les fausses informations et de contribuer de manière obligatoire à la lisibilité et à la compréhension de la part pour les internautes quant à l'information de métier. Parce que nos infos, elles sont vérifiées, le contradictoire est généralement respecté, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas. Donc, tout cela servirait à valoriser des infos de qualité et promouvoir l'éducation aux médias. C'est cela le pilier de la lutte. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que si tant est qu'on doit aller vers un texte, moi je pense fondamentalement qu'on ne peut pas se contenter d'un texte qui ne concerne que la période électorale pour le président de la République et les parlementaires. Les députés, en tout cas, je ne sais même pas si les sénateurs sont dans la piste ou pas. Parce que les fausses nouvelles, certes, et on l'a vu aux États-Unis, elles peuvent jouer fortement sur une élection présidentielle, de manière organisée. Mais je suis d'accord avec David Assouline pour dire qu'en 2002, on a vu des images à la télévision passer en boucle qui ont quand même pas mal aussi contribué à orienter une partie de l'électorat pour 15 jours après dire non, c'était pas comme ça. Mais donc, il faut effectivement que tout le monde soit concerné. Mais au-delà du président de la République et des parlementaires, les fausses nouvelles, elles concernent l'ensemble des citoyens dans leur vie privée, l'ensemble des entreprises dans leur vie professionnelle et ô combien dans la vie des entreprises d'aujourd'hui qui est aussi globalisée. Une fausse nouvelle vous déstabilise en bourse, une fausse nouvelle vous empêche de mener à bien une fusion, etc. Donc dire que les parlementaires font une loi qui ne concerne
que les élections n'ont que la politique, moi là je vois quand même quelque chose qui pose une difficulté parce que tout le monde est concerné par les fausses nouvelles. Et si on doit légiférer au nom de l'équité des citoyens, il faut que ce soit pour tout le monde. Voilà, très rapidement, comme on est très pressé, ce que je souhaitais répondre, mais n'en profitons pas pour encore alourdir le fonctionnement de la presse écrite, alors que la problématique, c'est pas chez nous qu'elle se pose, c'est effectivement au niveau de ceux que nous connaissons bien. Monsieur Morel. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a 3 éléments que je voudrais mettre en avant en complément de ce que vient de dire Jean-Michel. D'abord, pour répondre à Lord Arcos et à vous, Madame, ce qui est évident, c'est que nous avons la même responsabilité pour le titre de presse écrite et pour notre site Internet. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus, et maintenant c'est le cas, pour que ce soit les mêmes journalistes qui écrivent dans l'un et dans l'autre. Il faut savoir que pendant très longtemps, ce sont les journalistes qui ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'ils considéraient que écrire sur le site Internet, c'était un peu... C'était pas très valorisant, et donc il y avait les gens nobles, et voilà. On s'est beaucoup battu là-dessus, et même si on a un service qui fait ce qu'on appelle la news chaude, il est sous la responsabilité du rédacteur en chef, et l'essence 90% des articles publiés par un site, sur un site sont écrits par les journalistes de la rédaction. Je retiens l'idée de signer. En fait, on ne le fait pas très souvent pour des raisons de rapidité ou de place, mais moi je pense que c'est très important effectivement qu'on identifie pour qu'on sache qui a fait quoi. En tout cas pour nous, c'est clair que en tant que directeur de publication, je suis responsable aussi bien pour le site et pour le titre de presse, et donc je dois avoir la même qualité d'information dans un cas et dans l'autre, et donc les mêmes journalistes. Voilà, ça c'était extrêmement important. Deuxième point, je ne vais pas m'étendre parce que Jean-Michel en a beaucoup parlé. Personnellement, l'autorégulation, je suis assez sceptique et assez réservé, parce que je pense qu'en fait, l'autorégulation, nous la faisons tous en permanence dans nos journaux. On a des chartes éditoriales, des sociétés de journalistes, et donc l'exigence éditoriale, on l'a en permanence parce que vis-à-vis de nos lecteurs, on est obligé de l'avoir. Et je me méfie d'une je ne sais pas comment on appellerait ça, d'une association qui contrôlerait la régulation, qui ferait la régulation de l'ensemble de la déontologie professionnelle. Non, la déontologie professionnelle, nous l'appliquons tous les jours, en permanence, et je pense qu'on n'a pas besoin de déontologue. Le responsable, c'est moi, pour mes titres. Si on crée des déontologues, je ne suis plus responsable. Voilà. Donc ça veut dire que le directeur de la publication, il n'existe plus. La hiérarchie d'une rédaction, elle n'existe plus. Je pense que c'est pas... à parler, on en reparlera, mais moi je pense que ça n'est pas une bonne idée. Et puis le dernier point, je voudrais vous répondre, monsieur, sur l'idée... Vous avez raison de soulever ce point, effectivement. À partir du moment où on dit les plateformes vont devoir labelliser, est-ce qu'elles n'auront pas un rôle et est-ce qu'elles n'auront pas la possibilité, entre guillemets, de censurer ou d'intervenir? Non, parce que pour moi, leur intervention, c'est simplement dire l'auteur. Donc c'est pas décider ça, c'est un bon contenu, ça c'est un mauvais contenu. Non, c'est un contenu qui vient du Figaro, c'est un contenu qui vient d'Europe 1 et c'est signé comme tel. Je suis, et là je vous rejoins, je suis très sceptique sur les initiatives qu'il y a chez les plateformes, mais même hors des plateformes, d'arriver à mettre au point un système qui va dire ce qu'est un contenu de qualité et ce qui ne l'est pas. Moi, je suis très méfiant là-dessus. C'est pas uniquement les Américains. Moi, j'ai un de mes amis qui est l'ancien patron de la rédaction de Libération, qui travaille depuis plusieurs années sur la mise au point d'un système qui, à partir d'algorithmes, etc., et je lui ai dit, tu es complètement fou, on va dans des directions qu'on ne contrôle plus. Non, là, il s'agit pas de juger, donner des faits, d'où vient l'information publiée. Voilà. Et à ce moment-là, à mon avis, il n'y a plus le risque que vous émettiez. Voilà. Il est vrai, sur cette question de la labellisation de l'information, la table ronde précédente, en tout cas ses participants, étaient plus ou moins unanimement d'accord sur l'idée que ça pouvait peut-être être contre-productif dans une atmosphère de défiance généralisée, laisser entendre qu'il y a une information dite officielle. Et donc voilà, donc
C'est un peu ce qui ressort de la table ronde C'est pour ça précédente. qu'il faut, effectivement, si je peux me permettre, c'est pas dire c'est une information officielle, c'est une information du Figaro, de la Croix, de l'Humanité. Point, c'est tout. C'est des faits. Et à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Alors, Monsieur Deloire. Alors, je ne répondrai pas, parce que ça prendrait trop de temps, sur la question de la labellisation et de l'initiative de Reporters sans frontières, qui n'est pas exactement une initiative de labellisation, mais qui est une initiative à laquelle participent les plus grandes télévisions publiques et privées d'Europe, des grands journaux comme le Guardian, les plus grandes agences de presse, y compris l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, et qui vise, et donc c'est pas du tout le même principe, à donner des avantages concrets, parce que au fond il n'y aurait pas d'association qui labelliserait. Je vous explique. L'idée c'est de créer un référentiel en travaillant avec le Comité européen de normalisation, l'ISO européen, et qui vise à créer un référentiel sur les critères de l'indépendance éditoriale, de la transparence des médias, du respect des méthodes journalistiques en matière de vérification et de correction, et des règles déontologiques. Une fois que ce référentiel aura été créé, il existe déjà un secteur économique de la certification, fait de structures qui sont indépendantes et qui elles-mêmes, dans les démocraties, sont certifiées par un organisme, un certificateur des certificateurs, et qui pourrait établir des listes blanches, qui pourraient ainsi être utilisées par tous ceux qui ont une influence, même très extérieure, sur les médias, pour non pas faire peser un poids supplémentaire sur des médias qui en ont déjà assez, mais pour distinguer précisément entre ce qui relève du journalisme digne de ce nom, comme dit la charte des journalistes, de ce qui n'en est pas du tout, de ce qui est de la publicité, ou de ce qui est du journalisme dévoyé, ou de ce qui est de la propagande politique ou de la rumeur. Et à leur donner à ceux qui présentent ces garanties des avantages extrêmement concrets qui précisément ne sont pas nécessairement un label public. Moi j'ai des formes de doute là-dessus, mais à faire en sorte à peser sur les plateformes aujourd'hui pour leur dire utilisez pour l'indexation, pour remonter, donner un avantage en utilisant un facteur d'intégrité. Même chose avec les annonceurs. Et de fait, on a réussi, peu à peu, on a réussi à inclure dans cette logique Google, Facebook, la Fédération mondiale des annonceurs, etc. Donc, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais je répondrai à toutes vos questions en bilatéral si vous le souhaitez. Moi, je pense qu'il faut éviter de faire une erreur qui transparaît d'un certain nombre de choses que j'ai entendues ici, qui consisterait à nous enfermer nous-mêmes dans la même bulle. Parce qu'au fond, on est tous dans la même bulle, parce qu'on regarde, on lit et on regarde à peu près tous les mêmes médias. Et on n'est pas conscient d'à quel point aujourd'hui le champ de l'information, ça n'est pas le champ des médias. Il est incomparablement plus large. Mais pas seulement des humoristes, des sites de toutes sortes à qui on aurait des raisons de faire confiance ou pas du tout. Et qu'aujourd'hui, si on regarde ces sujets-là en ayant l'idée que les médias, qui demeurent un secteur économique défini, mais du point de vue des internautes, ça représente encore quelque chose de très défini, ou du point de vue des plateformes, ça je pense que ce serait une erreur fatale et qui fait penser, si on regarde la concurrence ou l'écosystème des médias, à ce tableau de Goya qui est au Prado et dans lequel on voit deux types deux belligérants en train de s'en mettre plein la gueule avec des armes blanches et qui ne voient pas que l'ennemi réel, c'est les sables mouvants dans lesquels l'un et l'autre, ils sont en train de s'enfoncer. Donc j'en viens aux sables mouvants. Les sables mouvants, c'est les plateformes. Et ça, c'est un grand sujet. Cette nouvelle distorsion de concurrence qui n'existait pas, j'allais dire, dans le monde d'hier, entre des contenus de nature différente, puisqu'il y avait un cadre juridique cohérent qui permettait de distinguer la publicité des contenus journalistiques, etc. Ça, aujourd'hui, ça a sauté. Et c'est quand même totalement nouveau. Donc les plateformes, qu'est-ce qu'il faut leur demander? Et là, je réponds à votre question. À notre sens, l'idée d'un troisième statut est largement préférable, c'est-à-dire ni hébergeur, ni éditeur. Bon, hébergeur, on est bien d'accord que le dispositif d'irresponsabilité, qui était mis en place dans une logique à l'époque positive par la directive européenne et par la LCEN en France, qui visait à protéger la liberté d'expression, et donc qui était parfaitement légitime, aujourd'hui ne permet plus de régler un certain nombre de problèmes. Et donc, mais en revanche, de là à donner un statut d'éditeur, ce serait fatal, puisque donner un statut d'éditeur, c'est dire vous pouvez avoir votre ligne éditoriale, et au fond, c'est dire à Mark Zuckerberg, fais rédacteur en chef. T'es éditeur, tu peux avoir ta ligne éditoriale et donc tu peux choisir, selon ton bon loisir, tes contenus. À éviter. En revanche, comme... alors je ne vais pas poser ici la question de la loi Bichet, mais il y avait dans le dispositif précédent, si je puis dire, des garanties qui méritent d'être appliquées aux plateformes en matière
de neutralité politique, de transparence, y compris sur les algorithmes. Alors pour ne pas porter atteinte au secret, il y a des dispositifs, on est à votre disposition pour répondre sur ces points-là. En matière de sérendipité, pour éviter la formation de bulles excessives. Donc il y a des obligations à fixer aux plateformes qui relèvent des garanties qu'elles doivent apporter sur le traitement de l'information, je dirais, légale. Le mensonge, c'est légal, l'opinion pure, c'est légal, etc. Il y a évidemment un travail à faire sur ce qui relève de l'exception à la liberté d'expression et qui est engagé sous l'angle de la pédopornographie, des contenus djihadistes, de comment on fait pour que les plateformes les retirent sans qu'elles se transforment, elles, sans qu'elles ne prennent la place du juge et finalement ne puissent procéder à des abus, comme ça a été constaté en Allemagne avec cette loi assez fallacieuse, puisque, vous le savez, même le ministre de la Justice, devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères, qui avait initié la loi, a vu ses propres contenus retirés sur le fondement de la loi qu'il avait lui-même initiée. Il y a un sujet qui est là, celui de la présente loi, qui est le sujet de la désinformation, de l'atteinte aux processus électoraux, et qui est différent, à mon sens, du sujet général du système de l'espace public et de l'équilibre juridique. Ce à quoi il faut veiller là-dedans, et je redis un mot de la procédure de référé, c'est à ce que, surtout, il n'y ait pas le renversement classique de la charge de la preuve en matière de droit de la presse. C'est que le droit de la presse fait dérogation au droit classique, puisqu'il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est le défendeur qui doit apporter des éléments à l'appui de sa défense. Là, il est très important que la rédaction du texte, si cette notion, si ce dispositif demeurait, c'est la charge de la preuve doit absolument revenir au juge. C'est lui qui doit faire la démonstration d'un caractère absolument erroné et pas celui qui aurait diffusé l'information ou même une personne anonyme, puisque ça peut être le cas. Enfin, troisième point, l'éducation. Je vais un peu m'inscrire en faux contre l'ambiance du moment. L'éducation, c'est évidemment formidable. J'ai moi-même dit, j'ai une école de journalisme, je ne vais pas être hostile. Mais je pense qu'à penser qu'on réglera tous ces problèmes par l'éducation, c'est penser que parce qu'on serait éduqué, on sait comment a été produit un contenu. Et qu'il suffirait de juger d'après le contenu pour savoir quels ont été les facteurs d'intégrité, de déontologie, de professionnalisme dans son mode de production. Ça, je pense que c'est une idée tout à fait fausse, que j'ai beau avoir fait 15 ans de journalisme d'investigation, je ne suis pas plus capable que quelqu'un qui n'en a pas fait du tout de savoir comment a été produit un contenu. Et que donc, si l'éducation média, elle est utile, elle ne résoudra pas les problèmes de l'espace public, pas plus qu'avant, on a compté simplement sur l'éducation. Merci beaucoup. Mes chers collègues, est-il encore quelque chose à ajouter, Monsieur Morel? Juste deux mots. Un, pardon Christophe, mais je maintiens que je suis totalement opposé au machin des machins qui va contrôler la déontologie de l'ensemble des professionnels, parce qu'il y a deux catégories. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui ne viennent pas des journaux. Mais les seuls que vous allez pouvoir contrôler, c'est les journaux qui ont déjà en interne un contrôle de ce qu'ils produisent. Et toutes les informations qui arrivent par ailleurs, elles ne seront pas, et c'est elles qui seront nuisibles, c'est elles qui polluent l'information. Celles-là, elles ne seront pas concernées, elles ne seront pas du tout vues par le déontologue des déontologues. Ah mais ayons ce débat ailleurs, je ne vais pas répondre ici, mais je pense qu'il y a des incompréhensions sur le dispositif. Moi, je confirme que l'UPREG est sur la position que vient de dire Francis Morel, que j'ai d'ailleurs évoquée tout à l'heure. C'est des gens qui, en fait, savent très bien où est le pouvoir. Ils sont très lucides. Donc, quand ils voient qu'on leur oblige de faire quelque chose, ils ne discutent pas. Par contre, si ce n'est pas prévu dans la loi, là, ils en profitent. Mais si on inscrit dans la loi qu'ils sont obligés de négocier avec les éditeurs les contenus qu'ils mettent sur leur plateforme, ça aura lieu et à mon avis, ce sera un point important. Voilà pour ces deux tables rondes qui se sont tenues la semaine dernière dans le cadre des travaux de la commission de la culture qui prépare actuellement le futur examen de ces propositions de loi de la République en marche qui portent sur les fake news. Vous l'avez vu, les journalistes qui ont été auditionnés la semaine dernière sont très dubitatifs quant à ce projet de loi et notamment quant à la définition des fausses nouvelles. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.